Good, good, good. Donc, bon matin tout le monde. Aujourd'hui, notre sujet, en fait, de prédilection, qui est un peu d'actualité avec le mois de mars qu'on a eu, c'est les taux d'intérêt surtout. Puis l'importance de communiquer comme il faut avec les clients. Parce qu'évidemment, une hausse de taux, ça a un impact direct sur les montants de financement qu'on peut aller chercher, ça a un impact sur le budget des clients. Et le but, c'est de voir comment est-ce que chacun ici le gère à sa façon. Puis d'essayer d'échanger les meilleures façons de l'expliquer, de quand est-ce qu'on l'amène dans la discussion aussi. Je m'en viens un petit peu déconnecté du résidentiel. Plus le temps passe, plus je me sens déconnecté du résidentiel. Par contre, au niveau multi, on regarde les taux non-stop. À chaque semaine, dans le fond, on suit quasiment à chaque jour, mais on va dire à chaque semaine, on suit l'évolution des taux. Fait que peut-être commencer avec un petit background sur qu'est-ce qui les affecte pour ceux qui ne sont pas trop au courant. Après ça, regarder comment est-ce qu'on gère les attentes du client face à l'évolution des taux d'intérêt dans le temps. Puis finalement, comment est-ce qu'on gère la discussion de taux avec le client aussi, puis la discussion de coût général d'un financement. Puis le taux, c'est une partie du financement, ce n'est pas l'ensemble. Il y a plus que le taux à regarder. Par contre, c'est une partie qui est très publicisée parce que les banques, depuis des décennies, affichent un taux, ils vendent un taux, RateHub vend un taux. Fait que les clients regardent puis veulent un taux à la base parce qu'ils sont conditionnés de cette façon-là. Fait que peut-être les taux fixes et taux variables. Les taux variables, en ce moment, les marchés s'attendent à ce qu'il y ait au minimum 5 autres hausses de taux, 5 à 7 hausses de taux dans les prochains 12 mois. Là, on parle des taux de la Banque du Canada. Donc, première chose, il y a deux types de taux d'intérêt, les taux variables et les taux fixes. Les taux variables sont définis par la Banque du Canada. La Banque du Canada, la Réserve centrale américaine, puis les grandes banques centrales dans le monde disent, OK, nous, on monte puis on descend notre taux d'intérêt au jour le jour. Ça, c'est le taux auquel les banques se prêtent de l'argent entre eux, dans le fond. C'est le taux directeur des banques. Fait que les banques se prêtent de l'argent chaque jour parce que si moi, je suis à CIBC, je fais un chèque de 1 000 $ puis la personne le dépose à la Banque nationale, bien, le client de la Banque nationale le dépose dans son compte, mais il faut que CIBC envoie le 1 000 $ à la Banque nationale. Les banques, évidemment, ont des réserves de capitaux pour faire face à ça, mais le taux auquel ils se prêtent ce fameux 1 000 $-là, c'est établi par le taux, c'est établi dans le fond par le taux directeur de la Banque du Canada. Donc, les taux variables sont directement influencés par ça. Évidemment, les marchés de variables et fixes vont suivre. La Banque du Canada va changer son taux dans le temps. Puis le marché des taux fixes, lui, est fixé principalement, je vous dirais, par les obligations. Il y a deux types d'obligations à regarder. Obligations d'épargne du Canada, obligations standards du gouvernement du Canada avec lesquelles la majorité des banques se financent. Puis, il y a le fameux CMB, le Canadian Mortgage Bonds, qui, elle, est un taux obligataire sur des hypothèques canadiennes. Maintenant, ces obligations-là, ça s'échange sur les marchés un peu comme des actions. Vous voyez là de même, mais c'est la banque Deutsche Bank ou HSBC, par exemple, pourrait dire, moi, j'achète 100 millions d'obligations hypothécaires canadiennes, donc il y a une demande qui se crée pour ça. Les banques canadiennes package, mettent plusieurs prêts ensemble pour arriver aux 100 millions, puis ils vont le vendre, par exemple, à HSBC ou à l'investisseur étranger, la caisse de retraite qui veut l'acheter. Donc, ça, c'est un marché d'offres et de demande aussi. Puis, ce marché-là s'ajuste en fonction du futur. Ils regardent beaucoup en avant parce qu'évidemment, eux disent, on donne un montant fixe pour les 5 prochaines années de rendement. Fait quel rendement est-ce que mon obligation que j'achète aujourd'hui aurait si je l'achète dans 1 an? Fait qu'eux, ils regardent 1 an, ils regardent 2 ans, ils regardent 5 ans en avant pour essayer de projeter qu'est-ce qui va se passer. Ce que ça fait, en fait, ça fait que les taux fixes vont anticiper les hausses à venir de la Banque du Canada. Fait que les économistes, qui se trompent aussi souvent que la météo, vont nous dire, regardez, on s'attend à ce qu'il y ait 5 à 7 hausses. Les grands gestionnaires obligataires comme PIMCO, par exemple, PIMCO, si vous le cherchez, eux, ils ont créé des marchés pour ces obligations-là, puis ils vont mettre un prix sur ces obligations-là. C'est ce prix-là qui va définir en grande partie les taux fixes à travers le coût de l'obligation. Là, je résume beaucoup, mais je vous explique pour que ce soit assez simple à comprendre. C'est drôle parce que j'ai un client ce matin qui me disait, David, les taux la semaine prochaine vont augmenter de 0,5. On peut-tu geler c'est une transaction multi, fait que ça va se baser sur les obligations. Il me dit, je peux-tu geler mon taux là avant que ça monte? Je dis, c'est pas de même que ça marche. Ça, oui, je comprends, mais ton obligation aujourd'hui, elle s'attend déjà à ce qu'il y ait une augmentation de taux de la Banque du Canada la semaine prochaine. Pourquoi est-ce qu'ils ont monté?
la deuxième question qu'on a mis, bien, y a-t-il du monde qui veut en rajouter sur la définition des taux, ce que j'ai expliqué là, qui veut amener des précisions, des commentaires là-dessus, pour la définition des deux types de taux et comment ils sont mis en place? Hein? C'est assez clair. Very good. Pourquoi ils ont monté? Bon, évidemment, en ce moment, vous voyez le marché, on connaît la situation avec le gros risque d'inflation, mais l'inflation, en fait, même qui est en place dans l'ensemble des économies occidentales, de la planète, même pas juste occidentale. Fait que les banques centrales, ce qu'ils veulent faire, eux autres, en ce moment, ils veulent réussir à augmenter les taux d'intérêt. Parce que quand on hausse le taux d'intérêt, ce que ça fait, c'est que David, au lieu de dépenser 1 000 pour aller s'acheter un nouveau parasol ou une nouvelle table de patio chez Costco, ben, il va probablement tenter de prendre son 1 000 pour l'investir. Parce que là, il va se dire, ben, mon 1 000 va me rapporter 1 020 à la fin de l'année. En haussant les taux, ce que ça fait, c'est que les gens dépensent moins, donc ça a un impact sur la demande de produits, de biens, fait que ça a tendance à faire diminuer l'inflation. C'est un peu le thinking en arrière des banques centrales. Ça, puis le rachat le quantitative tightening, je ne sais pas comment dire en français, mais le rachat d'obligations, mais on ne va pas nécessairement rentrer là-dedans aujourd'hui. Fait que dans le fond, les banques centrales se disent on va monter le taux, puis le marché en général, que ce soit le marché des actions, des obligations, se disent les banques centrales n'ont pas le choix d'augmenter le taux parce que l'inflation est en train de partir hors de contrôle. Le prix du bœuf, quand on voit des nouvelles, quand ce n'est pas le bœuf, c'est les légumes, quand ce n'est pas les légumes, c'est le gaz, quand ce n'est pas le gaz, c'est les maisons, quand ce n'est pas les maisons, c'est les autos. L'ensemble des prix, on le voit partout, sont en train de monter. Donc, la réaction des banques centrales, on monte les taux d'intérêt pour réussir à ramener l'inflation à un mode qui est plus acceptable pour les économies en place. Donc, les marchés obligataires prévoient les moves de la Banque centrale, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas le choix. Quand ils voient que l'inflation dérape un peu plus que prévu, ils augmentent encore plus vite les taux fixes parce qu'ils se disent que les banques centrales n'auront pas le choix de le monter. Grosso modo, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Okay? Puis je synthétise, je résume, puis je veux passer plus de temps sur comment on l'explique aux clients. Puis c'est pour ça que je vous l'explique de cette façon-là en même temps, parce que ça peut vous permettre de vulgariser ça pour vos clients aussi d'un autre côté. Prochain point, dans le fond, donc on comprend un peu pourquoi les taux montent en ce moment, pourquoi ils ont monté au mois de mars. Au mois de mars, ça a été 1% de hausse, c'est que ça a vraiment fait, si on regarde la courbe, là, les taux obligataires de façon standard, si on regarde avant Trump, étaient relativement stables, bougeaient de 0,01, 0,02 par jour. Avec Trump, on a vu des mouvements beaucoup plus prononcés dans les courbes. Par contre, la courbe moyenne avait quand même une ligne qui est assez aplatie. Puis au mois de mars, les taux ont monté d'1% en coup. Bon, c'est sûr que la guerre en Ukraine, c'est sûr que ça a créé une pénurie, dans le fond, de beaucoup de biens. Cette pénurie de biens-là, ça fait que la demande, elle reste encore là, parce que le gars qui veut s'acheter un parasol, on va dire que son parasol il est fait en Russie ou en Chine, mais qu'il n'y a plus assez de pétrole ou que le pétrole coûte plus cher pour le ramener au Canada, bien, ça fait que le coût du bien augmente. Ça fait que l'inflation s'emballe, puis à ce moment-là, ils veulent hausser les taux pour essayer de maintenir ça le plus bas. Ce qui est le fun dans tout ça, puis qu'on n'a pas vu souvent, puis que j'ai entendu, puis là ça, c'est un sujet vraiment de discussion, fait que j'ai besoin que Jean-Pascal ou d'autres mondes interviennent, parce que vous n'avez pas à être d'accord non plus avec tout ce que je dis en passant, mais c'est que Je suis d'accord avec toi. Je suis le temps d'accord avec toi, David, voyons donc. Mais la partie le fun, je trouve, c'est qu'en ce moment, les cycles obligataires sont très lents aussi dans le temps. Puis en ce moment, ce qu'on voit, c'est que les économistes disent on pense que toute cette structure-là de goulot d'étranglement liée à la pandémie, liée aux pénuries à cause de la guerre en Ukraine, liée à tous les événements qu'on connaît en ce moment, est relativement temporaire. Fait qu'ils s'attendent à avoir des hausses sur 3 ans à peu près, puis que dans 3 ans, ça redescende. Évidemment, il y a toutes les hypothèques qui ont été prises en 2021, 2022 avec les taux qui étaient super bas. Fait qu'ils se disent, regarde, ces hypothèques-là, ils n'auront pas le choix de renouveler avec des taux assez bas parce que si les taux sont à 5-6 au moment du renouvellement, ça va créer un réel problème. Fait en ce moment, il y a un certain consensus pour dire que s'attend à ce que la courbe monte, essaie de contrôler l'inflation rapidement puis redescendre après. Ce qu'on n'aurait pas vu encore dans l'économie moderne dans les 100 dernières années, mais qui s'applique à comme condenser les politiques monétaires qui ont mis en place dans les années 90 et dans les années 70 quand ça allait moins bien.
ils apprennent de leurs erreurs, en gros. Y a-t-il quelqu'un qui veut rajouter de quoi là-dessus? Parce que ça, là, on prend une boule de cristal, là, comme les gars de météo, les économistes, puis on prend un bet. Moi, je pense que ça fait beaucoup de sens, mais... Ben, en fait, si on regarde certains graphiques, certaines courbes, là, il y en a certains qu'on pourrait aussi dire qu'on devrait tomber en récession dans un an, moitié de l'année 2023, et que selon les études, selon les courbes, selon les moyennes, si on tombe en récession, ça devrait être une pas pire aussi. Fait que là, ça devrait... Intense, mais plus courte, je pense. Hein? Oui, intense, mais plus courte que la moyenne aussi. Oui, probablement, mais ça devrait redescendre un bon bout de temps. Ben, un bon bout de temps, ça devrait redescendre. Là. Pas un bon bout de temps, mais ça devrait redescendre avant de se stabiliser. Mais peut-être pour rajouter là-dessus, parce que j'ai du fun à regarder ça aussi. Tu sais, ce que tu fais, dans le fond, c'est l'inversion des courbes 2 puis 10 ans. entre autres, oui. Aujourd'hui, là, pour un Ça, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a celle-là que je regarde, puis il y a la courbe. J'ai une courbe que je trouve intéressante aussi, qui est le pourcentage d'augmentation des taux dans le temps depuis le début des années 70. Et chaque fois qu'il augmente rapidement de plus de 1,5, puis là, on est là-dedans, là, on retombe en récession, là, puis ça correspond avec toutes les récessions qu'on a eues depuis 1970. Ouais. Les risques de récession, je suis 100% d'accord, sont présents, sont réels. Puis justement, mon sujet de la semaine prochaine, vu que j'ai pas fait ce sujet, je veux parler de décroissance, comment on gère la décroissance, tant au niveau comment est-ce qu'on regarde quand ça arrive dans l'économie que sur nos business à nous comme courtier, comment est-ce que tu fais si jamais il y a moins de demandes de prêts qui rentrent d'un coup, comment est-ce que tu t'adaptes pour gérer ça? Pas moins de demandes de prêts, il faut aller les chercher, il faut peut-être juste s'adapter sur le type de demande qu'on va chercher. Exact. Écoute, moi, en ce moment, je suis submergé de refinancement. Là, puis, ça, c'est le sujet de la semaine prochaine. Je marche à 25 dossiers ouverts en ce moment. Là. Ah, au day-to-day, à la lumière de tout ça, les boys, tu sais que ben là, Dave en fait moins, là, mais recommandez-vous, je sais que c'est du cas par cas pour chaque client, mais recommandez-vous encore le variable. Moi, je pense que j'y crois, mais ça me fait mal au cœur d'aller mettre quelqu'un 5 ans fixe 4,04. Tu sais. Moi, je vais dans une stratégie simple. Hein. Dépendamment de la situation du client, là, mais grosso modo, là, moi, j'étais avec un variable paiement fixe, puis je mets un paiement comme s'il y avait un taux fixe. Donc là, le client, il est blindé. Là. Moi, c'est ce que je prends dans... C'est pas dans 100%, c'est dans 99% des cas. Je l'adapte, là, elle n'est pas exactement pareille là, pour tout le monde, mais ça ressemble à ça, grosso modo. Là, on a des taux là, qui ont monté encore hier soir sur certaines banques. On est à quoi? À pratiquement 4% là, pour du taux fixe. Exact. Mais développe l'idée, Jean-Pascal, juste pour les courtiers qui ne le comprennent pas, qui ne le voient pas. Développe l'idée de prendre un taux variable, de mettre un paiement fixe. Justement, Jean-Pascal, oui. Jean-Pascal, pour qu'on soit terre à terre, là, pour le bénéfice de tous tes collègues, la première question, est-ce que c'est tous les banques qui font ça? Comment tu fais ça? Et qu'est-ce que tu dis aux clients pour ça? OK. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les taux fixes, les banques n'offrent pas les taux fixes. Les taux variables, les banques n'offrent pas tous les mêmes produits. C'est-à-dire qu'il y a certaines banques, puis c'est les banques vertes qui l'offrent, offrent un taux variable où, au moment du décaissement, le paiement va se fixer. Ce qui veut dire que le paiement ne bougera pas ou n'augmentera pas si les taux montent. Ce qui va varier, c'est à l'intérieur du paiement, c'est la partie de remboursement de capital puis d'intérêt qui va varier. Mais si on a au départ un paiement de 500$, le paiement va rester pour 500$ pour les 5 prochaines années, peu importe ce qui arrive, à moins qu'on arrive à des taux variables là, vraiment pratiquement à 5%, là, mais ça m'énerve pas. Qu'est-ce que tu veux dire par banque verte? Banque verte, Manuvie, TD, puis Desjardins. Okay. C'est seulement ces banques-là. Hein? C'est seulement ces banques-là, oui. Que des véhicules électriques. Il y a des jardins aussi. Moi, ce que je fais, puis de la façon dont je l'explique, je vais vous expliquer comment je l'explique aux clients, puis qu'est-ce que je fais, fait que vous allez comprendre. En fait, ce que j'explique aux clients, puis ça, je les ai toutes quand je parle de ça, là, ils embarquent à 100 000 à l'heure. Je leur dis, écoutez, si on prend un taux fixe aujourd'hui, puis là, je leur dis, votre paiement serait de temps.
Puis là, je leur explique qu'un taux fixe, ce qu'il faut comprendre, grosso modo, c'est qu'on paye, entre guillemets, une espèce de prime d'assurance à la banque pour être sûr que notre paiement ne bougera pas et qu'on va être tranquille pour le budget. Puis là, moi, je leur apporte la façon suivante, c'est que qu'est-ce que vous diriez si je vous garantis votre paiement qui va être fixe, puis qu'en même temps, cette prime-là, on l'applique sur vous autres, c'est-à-dire qu'on va l'appliquer sur le capital. Donc là, je leur explique qu'on va calculer c'est quoi le paiement, puis au lieu d'avoir un taux, mettons, à 4 bien, on l'aurait aujourd'hui à 2, 2,15, là, peu importe, en variable. Mais on prend le paiement de 4 Fait que là, jusque-là, il dit « Ouais, OK, le taux est plus bas, je paye maintenant. » Puis là, ce qu'il faut calculer, ce qui va closer le deal pour vos clients, là, il va vous aimer, il va vous donner des becs. J'ai reçu 2 bouteilles de vin cette semaine à cause de ça, de 2 clients différents. Là, vous lui dites « OK, bien, ce que ça va faire en le faisant comme ça, c'est qu'on va sauver jusqu'à, je dis jusqu'à parce que le taux va bouger, fait qu'on ne peut pas prévoir comment, jusqu'à X nombre d'années de remboursement de maison. Puis là, généralement, ça va être à peu près un 48 mois qu'on sauve. Fait que, puis là, le 48 mois, là, vous le détaillez en dollars, ça représente comment? Comment on détaille en dollars? On fait le paiement qui fait fois le nombre 48. Puis là, on dit, mais ça fait 75 000 $ sur le remboursement total de votre maison que vous ne donnerez pas à la banque, mais que vous allez mettre sur votre remboursement. Fait que quelqu'un qui a une hypothèque de 150 000 ou 180 000, ça a un Christi de gros impact sur le remboursement de sa maison. Ça c'est un concept de base. Il y en a-tu qui ne le comprennent pas, qui ne le voient pas? C'est un concept super important à contrôler et à maîtriser, là. Quand vous discutez avec un client, c'est à intégrer dans votre compréhension et dans la façon dont vous allez l'amener. Si vous avez des questions, posez-les à Jean-Pascal. Je pense qu'il l'explique super bien. Puis, en effet, parce que le taux variable, historiquement, donne une meilleure moyenne que le fixe. Si tu regardes là, dans les 100 dernières années, ta moyenne est pas mal tout le temps meilleure. Là, les questions qu'ils vont vous poser, les clients, c'est « Oui, mais si le taux il atteint la même chose que le fixe qu'on a en ce moment? » Là, la réponse, c'est simple, c'est que c'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre dans un taux variable, c'est que c'est une moyenne sur le temps. Avant que vous ayez une moyenne de 4 sur votre taux, ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit quasiment à 8. Ça n'arrivera jamais. Ah ouais, c'est intelligent. Pourquoi personne ne m'a parlé de ça? Parce que les banques sont là pour faire de l'argent. Oui, puis encore là, ils sont là pour vous aider pour que l'argent reste dans vos poches. C'est une question de concept. Puis le client aussi, Jean-Pascal, pourrait vouloir, parce que si tu as des hausses de taux, ce que ça fait, c'est que si la banque dit qu'il y a des grosses hausses de taux, comme il aurait payé son capital plus vite, ils ne vont pas changer son paiement, ils vont laisser son paiement tel quel. Puis à la limite, si jamais dans le temps, il a repayé beaucoup de capital, qui se dit « Ma blonde est enceinte, on va avoir un congé de maternité, j'aimerais ça ramener mon paiement plus bas pour 1 an pendant son congé », ils sont capables de le faire. Tu es capable d'aller chercher beaucoup de flexibilité sur ton prêt en faisant ça, là. Ce que tu n'aurais pas si tu prenais un fixe et tu gardes le même paiement tout le temps. On a tous les avantages d'un taux variable au niveau des pénalités et de la flexibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rabais de taux qu'on a aujourd'hui, il n'est pas aussi intéressant qu'il était au mois de janvier. Mais s'il revient intéressant comme au mois de janvier, vous faites le tour de vos clients et vous refaites toutes des hypothèques. Hein? Et l'autre chose qui est le fun, c'est que tu dis à ton client, on va le fixer sur le taux fixe d'aujourd'hui. C'est si aujourd'hui la TD elle est à 4, on le fixe à 4, tandis que réellement tu payes 1,70, c'est prime moins 1. 2,15. C'est ça? Puis là, il y aura plus, tu ne penseras plus à il monte et descend, il monte et descend. La moyenne, ça fait que vous allez gagner. Exact. Ça va te chercher une tranquillité d'esprit sur ton prêt, malgré le fait que tu sois variable. Parce que souvent, le variable, ce qui stresse les gens, c'est l'incertitude liée aux variations de taux. Puis ils ne veulent pas, on s'entend, là, si vous ne le gérez pas comme il faut, ils vont attendre la Banque du Canada monte son taux de 0,5, de 0,25, mois après mois, là, puis là, ils vont faire de l'angoisse. Gérez-le d'avance avec votre client, justement, dans la conversation. Expliquez-lui pourquoi est-ce qu'on le fait comme ça. Qu'est-ce qui va se passer dans le temps. Puis si la Banque du Canada dit qu'il monte son taux, bien, au lieu de sauver, comme Jean-Pascal disait, 48 mois, tu vas peut-être en sauver 42, tu vas peut-être tomber à 38, mais ton paiement ne change pas, puis ton setup va quand même être plus efficace qu'un fixe. Est-ce que je peux seconder Jean-Pascal avec un tableau que j'ai créé? Ah, vas-y, attends une minute, je vais permettre le share. Puis aussi, Christian, un bon point, là, juste peut-être avant Georges, c'est que
comme tu augmentes ton paiement au début, tu repayes ton capital plus vite, fait que ton capital descend. Fait que même si ton taux variable augmente plus tard dans le terme, techniquement, ton montant de capital sur lequel tu payes de l'intérêt va être plus bas. Fait que ça va avoir un autre impact positif. J'ai fait un calcul pour le fun. Puis, sur une hypothèque de 300 000, si le taux d'intérêt augmente dans les 18 derniers mois du terme de 2 par rapport à ce qu'il a aujourd'hui, savez-vous ce que ça a comme impact sur l'amortissement? Aucun. 2 ans sur ton... 2 mois, Mm-hmm. OK? 2 mois de paiement qu'il va devoir refaire. S'il paye au mois, s'il paye aux 2 semaines accélérées, il est encore en dessous. Vas-y, Georges, j'ai changé de partage. Tu veux me montrer ton tableau? Oui, mon tableau? Mm-hmm. Oui, ça, je l'ai fait en date de jour avec une hypothèque, mettons, de 500 000, un taux de 5 ans à 3,79, puis un taux variable à 1,65, avec plusieurs augmentations. Oui. Puis après 5 ans, je leur montre, regardez votre solde. Ça, c'est votre paiement. Ça, c'est votre paiement avec le variable, mais il faut toujours mettre la différence entre le fixe et le variable, appliquez-le sur le capital, ils se retrouvent à 23 000 déjà d'avance. Quand je leur montre visuellement, OK, je veux du variable. Mais ça, c'est Tu as mis encore... ton variable à 3,15 parce que tu as dit la moyenne va être à 3,15 dans le temps ou tu as prévu vraiment Non. les hausses de taux? Je l'ai parti en date d'aujourd'hui, puis je réponds à la question, oui, mais s'il augmente, OK, on va l'exagérer, l'augmentation. On va y aller jusqu'à 3,15. À un moment donné, il va se stabiliser. Mais quand même, c'est quand même beaucoup. 1,5, c'est quoi? 8 augmentations d'0,25%. Fait que là, à un moment donné, je le stabilise parce que je leur dis, est-ce que ça va toujours continuer? Est-ce qu'il va se stabiliser? Est-ce qu'il va redescendre? Mais on va prendre un scénario, 8 augmentations, puis on arrête là. Regardez la différence. Imaginez s'il recommence à baisser. Mais je leur dis, il faut remettre le capital. Il ne faut pas aller louer un auto. Georges? Oui. Fais des publicités pour rejoindre les ingénieurs. Tu vas toutes les avoir. Nous partages-tu ton tableau, Georges? Wow, merveilleux travail, ça. Je peux te l'envoyer. Je ne le mettrai pas dans le Wow. chat. Écoute, David, je vais te l'envoyer. Puis Super. si tu as la liste de distribution de tout le monde, tu pourrais l'envoyer. Je peux-tu partager avec vous les contre-arguments que vous allez avoir au départ si vous abordez ce sujet-là avec les gens? Oui, c'est 100% pertinent. Là. Un fixe, OK? Puis là, vous allez leur dire, vous allez aborder le variable, tatati, tatata, je ne sais pas. Pourquoi? Puis posez-leur la question, puis il faut gratter, hein? Gratter, ayez pas peur de gratter, puis ça fait 2 choses. Ça fait que, vous vous intéressez à lui, vous allez comprendre c'est quoi ses peurs, puis lui, là, il se sent pris en charge. Fait que pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait peur? Bien, ça peut monter. OK, si ça monte, ça fait quoi? C'est quoi que ça a comme impact? Mais là, je ne veux pas que mon paiement monte, là. Tu sais, j'ai d'autres dettes, puis vous avez d'autres dettes? OK, tatati, tatata, maman. Il faut le faire parler. Puis même, il suggérait à un moment donné, en bout de ligne, là, ça fait-tu que les nuits sont plus difficiles? Ça fait-tu un certain stress dans le couple? Oui. Oui, puis je ne veux pas l'avoir. Bon, ben, on va régler ça. On n'en aura pas. Je vais toutes les enlever pour vous, puis je fais travailler votre argent pour vous et pas pour la banque. C'est réglé. Jean-Pascal. Gérer les craintes et les peurs des clients parce que le variable fait peur de façon traditionnelle parce que la banque parle de taux, une banque c'est stable, un taux fixe c'est stable, fait que les clients sont mindés comme ça. Là, de toute façon, on a des hausses de taux qu'on attend la semaine prochaine. Là. Puis là, on commence à le voir dans les articles de journaux, là, les titres de peur. Là, oui, mais écoutez, on est à 4. Attendez-vous d'un an et demi, 2 ans, attendez-vous à ce qu'on soit rendu à 5. Ne soyez pas surpris si on arrive là. Si vous voulez un article extraordinaire là, sur la différence entre le variable et le fixe, qu'est-ce qu'on fait, tout ça, votre collègue est avec nous, Nicolas Ouimet, a écrit quelque chose que je trouvais extraordinaire parce qu'il a bien détaillé la différence et tout. Mais je ne sais pas, Nicolas, ça m'a papé en informatique, je ne sais pas où tu as mis ça, là, cet article. C'est sur mon site web. C'est sur mon site web, puis on a pas fait de la pub Facebook, là, c'est une compagnie de marketing qui s'occupait de ça. Mais effectivement, c'est un article qu'on a rédigé, là, mais juste aller voir vite. Je ne connais pas.
ne pas plagier les articles de Nicolas, OK, mais vous pouvez vous y référer si vous voulez en faire un vous-même ou un post Facebook ou une campagne de pub. Non, mais c'est l'idée, David, c'est les points. Là. Tu sais, lui, il a mis genre, voilà les trois, tu sais, les forces et les faiblesses de chaque produit. Tu sais, tu les as, 3 points force, 3 points faiblesse, puis tu le dis au client. Puis après, tu arrives avec le paiement fixe pour un taux variable. Moi, il me semble que c'est là où vous avez votre valeur ajoutée. Ben, tout à fait. Tu sais, les taux, c'est drôle parce que moi, en ce moment, plus je suis sur du fait que je crois au taux variable à 100 %, mais évidemment, quand les taux ont droppé, je pense à 2,39, j'ai fixé mon taux pour 5 ans. Moi, je me suis dit une moyenne à 2,39 sur 5 ans. Je suis bien content, sauf que le taux, la courbe de taux va faire ça comme ça dans le temps. Ça monte, ça descend. Fait, historiquement, c'est sûr que si tu es dans le bas puis tu te dis je prends 5 ans, mon 2,39, je vais le renouveler, je sais que je n'aurai jamais 2,39 encore. Sauf que probablement, qu'est-ce que je vais faire à partir de là, je vais prendre du variable, ça va changer, descendre, monter d'année en année, puis je vais l'ajuster. Fait qu'à moins que tu sois capable de timer ta transaction, d'aller frapper le plancher, tu as quasiment toujours intérêt sur du variable. Puis là, c'est une question d'émotion, c'est une question de compréhension des peurs, des appréhensions, de la compréhension du mécanisme aussi de la part du client pour dire t'es mieux de prendre ci ou t'es mieux de prendre ça. Fait que ça, écoutez, gérez-le avec vos clients, pratiquez-vous, parlez-en avec votre chum, votre blonde. Ils connaissent probablement pas aussi bien l'hypothèque que vous. Fait que si vous y en parlez, déjà là, ça va vous permettre de faire une pratique, de dire, regarde, je vais t'expliquer de quoi par rapport au taux fixe, au taux variable. Ma blonde est infirmière. Fait que si j'y explique de quoi de même, c'est sûr et certain qu'elle va me regarder avec des grands yeux. La journée où est-ce que ces grands yeux-là, fait OK, là, j'ai compris qu'est-ce que tu m'expliques, je vais faire OK, là, j'ai ma façon de l'expliquer pour que ce soit compréhensible pour quelqu'un qui n'est pas là-dedans. Là. Puis au niveau des rabais de taux que les banques offrent ou n'offrent pas là, en ce moment là, sur les taux variables, moi, j'ai mon idée là-dessus sur comment ça va aller. Je n'ai pas de boule de cristal, là, mais en ce moment, là, tout se resserre. Là, les rabais de taux, ils se resserrent beaucoup parce que tout est en train de monter. Et tout est causé beaucoup avec ce qui se passe en Ukraine. Mais là, ça vient de faire 6 semaines, 7 semaines, whatever. Mais je pense que d'ici cet été, il y a beaucoup de choses qui vont se stabiliser. Ça va être soit que tout le monde rentre en guerre ou soit écoute, ils vont avoir détruit l'Ukraine, puis il ne restera plus rien, puis tout va s'arrêter plus ou moins. Il va se créer une stabilité sur les marchés à ce moment-là. Et à mon avis, on va revoir à ce moment. Si ça se produit, on va commencer à revoir des rabais de taux qui vont devenir peut-être plus intéressants au niveau du taux variable. Oui, tu as un super bon point, mais même la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie, surtout, là, qui ont un gros impact, encore plus en Europe qu'ici, là, mais ça a un énorme impact, ces sanctions-là. Puis, si je peux en rajouter, dans le fond, ce que tu dis, c'est que la stabilité qu'on va aller chercher une fois que le conflit va être plus, on va dire, sous contrôle, là, ou normalisé, on ne devrait pas dire ça, là, mais que les marchés savent comment est-ce que ça va évoluer. En fait, c'est ça qui est important, c'est que les marchés comprennent, OK, ça s'en va vers ça, parfait, on est confortable, on vient d'aller chercher une stabilité à ce niveau-ci, tant qu'il n'y a pas un autre événement qui vient déstabiliser tout ça. Vous allez voir justement une détente des banques, parce que les banques, de la façon dont ils projettent leurs taux aujourd'hui, puis encore là, je me réfère à mon expérience dans le multi, OK? La majorité des banques se financent sur les obligations hypothécaires canadiennes et sur les liquidités qu'ils ont dans les comptes bancaires que monsieur, madame, tout le monde, les compagnies déposent dans le compte de banque. Fait qu'eux, ils mettent ce qu'ils appellent un coût des fonds par-dessus ça. Si vous allez en entendre parler dans le temps. Le fameux coût des fonds, là, c'est que c'est la banque qui projette en avant les risques de hausse. Fait que c'est pour ça que vous allez voir que les taux fixes conventionnels non assurés là, des banques vont être quand même très élevés en ce moment. Puis ça devrait... Il devrait être capable de réduire ça. Pour vous donner un exemple, j'ai parlé avec une banque pour un financement d'à peu près 10 millions. Plusieurs banques ont fait pour un financement de 10 millions cette semaine. Puis l'écart que j'avais entre la banque puis les taux obligataires, le CMB, qu'on peut aller chercher avec d'autres investisseurs ou la titrisation des prêts, était de pratiquement 1%. Pour le client, sur 5 ans, c'est 500 000 $ de différence. Parce que les banques, en ce moment, leur coût des fonds est super cher parce qu'ils mettent une grosse prime de risque sur l'incertitude qu'on a puis où est-ce qu'on va être dans un an. Fait que ça vous devriez le voir se desserrer, à moins que la Chine rentre en guerre avec Taïwan ou qu'il y ait une autre affaire qui éclate et qu'on ne contrôle pas, évidemment. Ouais. Mais tu ne rentrez pas là-dedans quand vous jasez avec les clients. Non. Moi, ce que je leur dis, regarde, voici mon opinion, c'est mon opinion.
c'est un educated guess à la limite. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas de boule de cristal pour te dire qu'est-ce qui va arriver, mais voici grosso modo où est-ce qu'on est aujourd'hui. Fait que gérer plus ses attentes d'une façon qui parle bien avec eux. Si vous, moi et Jean-Pascal, ça nous intéresse beaucoup. Fait que on suit ça, puis quand on se voit de temps en temps, on va en jaser. Mais pour le commun des mortels, ce n'est pas un sujet d'intérêt vraiment. Il va vous regarder le client avec des gros yeux et va dire non, regarde, c'est correct. Occupe-toi de gérer ça pour moi, il n'y a pas de trouble. Fait que la stratégie de Jean-Pascal de variable est superbe là, en passant. Dans le marché actuel, c'est une excellente façon de prendre un financement hypothécaire. Mais Jean-Pascal, j'ai une question. Tu sais, quand tu parles de ton variable, tu utilises plus les banques vertes. Tu sais, comme Manuvie, tu ne peux pas aller plus que 120 jours. Tu sais, comment ils sont leurs normes, eux autres, là. Puis dans le conventionnel, tu sais, on ne peut pas l'utiliser parce qu'ils n'ont pas de variable, là. Mais je veux dire, tes banques virtuelles, tu les utilises-tu quand même en faisant quand même ton paiement aussi plus élevé, comme tu parlais tantôt, là? Tu sais, exemple, FirstNat, Lenwise sont encore... FirstNat, Lenwise, parce que ton paiement, il va varier. Il va varier, c'est ça. Donc, même si tu mets ton paiement plus haut en partant. Il va varier. Fait que ça dépend de ton client. Puis c'est pour ça que je dis que c'est du cas par cas. Jean-Pascal, si tu augmentes ton paiement de 15 avec Lendwise ou First, puis que ton nouveau paiement ne dépasse pas le paiement que tu as fixé, il ne varie pas encore. Il va varier si le prime est tellement augmenté qu'il va dépasser le paiement. Il va varier si tu viens buster ton amortissement. C'est ça. Moi, je l'appelle un buffer quand je l'envoie là-bas. OK. Mais tu peux augmenter ton paiement plus que ça aussi, plus que 15 tu peux doubler ton paiement en partant. Tu peux upgrader ton paiement. Ça, souvent, c'est tricky. Le doubler les paiements, faites attention parce que souvent, c'est une opération qu'il faut que le client fasse manuel. Tandis que l'augmenter de 15 tu peux le faire 15 par année, pas de trouble. Mais le doubler, souvent, ça demande une action du client qui va en ligne, qui le fait. Je pense qu'il y a 2 banques qui permettent de le doubler. Et au bout d'un an, il faut qu'il recommence, sinon ça ne le fait plus. Le 15 peut être plus... Mais l'important, dans le fond, quand une banque regarde pour la compréhension, c'est quand une banque va regarder dans le futur, OK, tu as pris un taux à 1,5 aujourd'hui, l'an passé en variable. Le taux variable aujourd'hui est rendu à 3. Eux autres, ils vont regarder ton amortissement contractuel, combien est-ce que tu avais mis sur ton contrat, puis ton amortissement réel avec les paiements que tu fais, où est-ce qu'on est par rapport à ton contrat. Es-tu en retard, il va falloir que tu récupères ça, ou est-ce que tu es en avance, puis on est correct, on peut te laisser aller comme ça. C'est un peu de cette façon-là qu'ils le regardent. Je ne sais pas si c'était clair, j'espère. Moi, j'ai une question pour Jean-Pascal. Comme, mettons, tu envoies le dossier chez Desjardins, comment tu l'organises? Est-ce que tu l'envoies, par exemple, sur 25 ans, puis tu dis le paiement d'avance, puis c'est le conseiller en caisse qui le programme, ou comment tu prépares ton client? Je mets le paiement avec l'amortissement qui correspond. OK, tu ajustes ton amortissement en soumettant ton dossier. Oui. OK, parfait. Merci. Ça veut dire que tu ne peux pas retourner en arrière, par exemple, pour rediminuer ton paiement. Retourner en arrière pour ce type de client-là, je ne veux pas retourner en arrière, ce n'est pas ça le but. C'est bon. OK. Le but, on sécurise, le paiement, il ne bougera pas. C'est ça qu'il veut payer, il est à l'aise avec ça, son budget est fait, that's it. Lui, ce qu'il veut, c'est un paiement fixe, ce client-là. Fait que c'est pour ça qu'il prendrait un taux fixe. Fait qu'au lieu de ça, moi, je fais sauver une couple d'années de paiement, mais on a un paiement fixe, ça ne bougera pas, il ne retournera pas en arrière, il n'y a pas de flexibilité. OK, c'est clair, merci. Jean-Pascal, la question de Gabriel est très pertinente. Par exemple, si tu le fais avec TD, tu vas marquer dans ta demande le taux fixe ou le taux variable? Le taux variable. OK, puis dans tes notes, tu vas marquer qu'on va fixer le taux sur un paiement. Quand tu fais ta demande, on marque l'amortissement puis le paiement qu'il va y avoir. Fait qu'on s'ajuste avec ça selon ce qu'on a discuté avec le client. Puis si ça donne un amortissement qui est restant de 15 ans, mettons qu'il reste 20 ans, mais que ça, avec le paiement qu'il va faire, ça fait un amortissement de 15 ans, bien, on met un amortissement de 15 ans avec ce paiement-là. That's it. Ça, c'est en refinancement. En refinancement. Oui. Et en achat. Peut-être une petite mise en garde là-dessus. Écoute, en achat, ce n'est pas tout à fait pareil. En achat, écoute, je vais t'avouer que moi, je parle beaucoup en refinancement. En achat, mes clients, ils achètent au maximum puis ils veulent avoir le paiement le plus bas. Et surtout, si c'est leur première maison, à ce moment-là, je leur dis, regardez, je prends la même stratégie, mais à ce moment-là, je mets le paiement, l'amortissement sur 25 ans, puis on va de l'avant avec ça.
Puis je leur dis, on va s'en reparler à chaque année ou à chaque 2 ans pour réajuster s'il y a besoin. Mais on sait que les 2 premières années, quelqu'un qui achète sa première maison, il y a plein de dépenses, puis il a besoin que ses paiements soient le plus bas possible. Là. Fait qu'on travaille je travaille de cette façon-là pour ce qui est des achats. 2 ans, ça fait 6 ans que j'ai encore plein de dépenses. Ça sera, oui, je vais le prendre en note, je vais voir avec les gens de TD comment on fait pour les achats. Puis, il y a une autre affaire qui est très importante, surtout qu'on a eu 2 gros cas là, de plaintes et tout ça là, par rapport au refinancement comme ça. Okay? Pas comme ça, mais ce que je veux dire, avec TD, là, il faut faire très attention. Si vous refinancez, puis vous allez dans le variable, ça veut dire que vous allez 100% payer la pénalité dans le fixe. Okay? À 100%. Non. Donc, là, tu veux dire, si tu as un taux fixe avec TD, tu refinances pour t'en aller en variable, ils vont te charger ta pénalité sur ton fixe. De 3 mois de différentiel de taux, oui, ça c'est sûr. Différentiel de taux. Oui. Différentiel de taux. Mais si tu as un variable, tu n'as pas une pénalité de taux fixe. Cette minute-là, je ne l'ai pas compris. Je dors encore. N'importe où. OK. Attendez, là, je le dis comme faut pour qu'on se comprenne parce qu'on a 2 cas qui sont rendus très loin, puis ça a pris beaucoup d'argent pour les régler, OK? Si votre client est avec un taux fixe, alors on se parle, puis vous le refinancez, OK? Puis vous changez le produit pour un taux variable, vous restez dans la même banque, OK? Avec TD, vous le changez avec un taux variable, le client est obligé de payer la totalité de sa pénalité. Ah oui, parce qu'il casse ça, tout le monde, on le sait, là. C'est coulé dans le béton. Pas juste toutes les banques. Tout le monde. Attendez. Parce que tu as un taux fixe, Riyad, c'est automatique, tu payes ta pénalité pour changer de terme ou de produit. Non, vous savez qu'en sécurité, il peut faire un taux pondéré pour un taux variable? Oui, moi je le sais. Ah oui. Oui, mais attends. Un pondéré pour un taux variable? On est des courtiers. Ah ouais? Ah ouais. Pour cette raison, il y a 2 gros courtiers parmi vous d'expérience qui ont fait l'erreur. Il faut faire attention. La pénalité est complète à payer entre un taux fixe et un taux variable. Maintenant, il y a dans la même vanne, il y a une autre affaire, un autre phénomène qui apparaît les dernières semaines, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui disent à leurs clients, regardez, ton taux fixe, il est par exemple à 2,25, puis aujourd'hui, le taux est rendu à 3,80. OK? C'est sûr qu'il n'y aura pas de différentiel de taux. Il va y avoir 3 mois d'intérêt, vu que le taux a augmenté. Théoriquement parlant, c'est vrai, mais pratiquement, surtout avec TD, ce n'est pas vrai. OK? Parce que pratiquement, ce qu'ils vont appliquer, le taux affiché pour calculer la pénalité. Et comme ça, il y a une grosse pénalité, puis ce n'est pas 3 mois d'intérêt. Il y a même une pénalité dans le variable de frais de dossier, là, plus ton 3 mois, là, il y a même un frais de dossier qui charge TD. Il y en a plein. Là, MCAP, c'est pareil. Puis, les frais c'est ça, c'est pour ça. Une bonne pratique, je pense, si vous refinancez un prêt existant en cours de terme, demandez toujours au client d'appeler la banque où est-ce qu'il est avant de compléter l'engagement du client avec lui, qui vous donne le montant de pénalité qu'il a obtenu de sa banque, puis vous travaillez avec ce chiffre-là en dollars. Comme ça, vous ne devriez pas trop vous tromper, puis c'est sa banque qui va y avoir donné l'information. Mais David, moi, je ne comprends pas. Tu sais, quand tu envoies ton client appeler sa banque pour avoir sa pénalité, c'est quoi les chances qu'ils reviennent et qu'ils disent... là, je leur dis toujours. Je comprends pas. Moi, si tu fais ça, là, le client, il appelle sa banque, il va avoir sa pénalité. Clairement, sa banque, elle va lui dire qu'elle revient, je vais te faire le même deal. Non, me semble. Ça dépend de ta stratégie, de ce que tu peux y sortir. Moi, je leur dis toujours de dire, quand ils appellent leur banque, je leur dis toujours aux clients, dis à ta banque, si je vends demain matin, c'est quoi ma pénalité? Je leur dis qu'ils répondent 2 fois plus vite, c'est vrai. Puis dans ce temps-là, ils ne leur posent pas de questions parce qu'ils ne pensent pas qu'ils s'en vont refinancer. Fait que jamais je les perds, jamais. Mais j'ai appris parce que ça m'est arrivé au début. Mais ça ils ont tellement un service de marde en succursale que ça a pris 4 heures ou 3 heures de courriel ou 5 heures d'attente sur la ligne pour avoir une pénalité. Ils sont en crise après leur succursale, ils veulent juste sortir de là. Oui, ça, je l'ai vu souvent aussi. Puis c'est une stratégie un peu comme Jean-Pascal parle depuis le début de taux variable.
le staff de la banque ne sera même pas formé pour y expliquer comment le faire. Fait la communication entre les deux ne se fera pas, puis il va faire affaire avec toi quand même. On dirait que c'est comme une phobie. Tu sais, tes enfants en succursale, merci, bye. Non, mais voilà dans la valeur que tu apportes à ton client. Si tu apportes suffisamment de valeur, autre que juste de dire le taux, il ne va même pas se poser la question s'il reste là. De ce temps-ci, Desjardins dit à leurs clients de variables, prenez pas des variables parce que le taux, votre paiement va augmenter. Ben ouais. Toutes les banques disent ça. Oui, mais Desjardins. Desjardins ont changé leur philosophie au niveau du variable aussi dernièrement, que vu qu'il va y avoir beaucoup d'hausses de taux, normalement, tu gardais le même paiement si le taux préférentiel montait. Puis là, maintenant, ils changent leur philosophie en caisse. Ils vont aviser les clients qui vont augmenter leur paiement. Moi, j'avais peut-être de quoi pour Riyad, les banques vertes dont on parle depuis tantôt, parce que je comprends le principe que Desjardins, Manu, puis TD, pour ne pas les nommer, ne planifient pas changer le paiement en cas de hausse. Mais j'ai de la misère à le croire à 100%, au sens où pour connaître un peu les banques de quand même une vingtaine d'années, ils disent ça, mais la journée où est-ce que le taux arrive à un certain plafond, ils vont faire wow, OK, l'ensemble de, mettons, 50% de notre portefeuille n'ont pas fait la stratégie de Jean-Pascal, sont en arrière sur l'amortissement contractuel. On va envoyer des lettres au monde pour leur dire qu'on va augmenter leur paiement. Est-ce que c'est une possibilité ou est-ce que c'est inclus dans l'acte de prêt initial qui dit que ton paiement va être fixe? Non, David, ils reçoivent une lettre. Christine me l'a expliqué parce que, tu sais, écoute, ça fait comme 4 clients qui me disent oui, mais en succursale, ils me disent que mon paiement va augmenter. Je fais écoute, c'est à cause qu'on apprend à le vendre de même. Là. Puis oui, effectivement, si la portion capitale n'est plus en remboursée puis que l'échéance n'est pas respectée, ils vont augmenter le paiement pour que l'échéance soit respectée à la fin. Donc, c'est à faire attention quand même parce que ça pourrait changer dans le temps pour les clients, surtout s'ils ne payent pas plus que le montant demandé par la banque. Là. Ça pourrait faire une coupe d'appel éventuellement. Un plafond, là, je ne me rappelle plus si c'est 4,75 ou quelque chose, mais si le taux variable arrive à ce taux-là, là, il va y avoir un ajustement si ça ne marche plus. C'est Manuvie aussi, c'est bien écrit dans leur engagement de Manuvie. C'est très bien écrit que ils peuvent augmenter leur c'est écrit qu'ils peuvent le bouger quand ils veulent, en moyennant un avis de, je pense, c'est 30 jours. Qu'ils ont la latitude de le faire n'importe quand. Avec le variable, je pense que c'est toujours expliquer que d'augmenter ton paiement mensuel pour repayer du capital aujourd'hui puis prendre de l'avance sur ta table d'amortissement, c'est un must. Et si vous ne le faites pas, il y a quand même un risque de hausse de taux dans le temps. Jean-Pascal, puis j'ai une question pour toi. Tu sais, des refinancements que tu fais là, avec Manuvie, peux-tu faire un refinancement dans le Select ou non du tout, ou pas du tout? Je n'ai jamais fait dans le Select parce que la stratégie de Manu, moi, c'était plus d'utiliser la marge comme bassin que tu roules à moins 10 000, que tu appliques sur ton fixe. Elle peut encore être bonne, mais c'est surtout un produit pour la flexibilité, mise à part de l'argent, permettre de faire des placements ou le monde qui ont des business, d'aller isoler l'intérêt qui peut être déductible d'impôt dans leurs dépenses. Là. Le refinancement avec Manuvie, c'est juste avec Manuvie 1. Dès que tu rajoutes une scène chez Manuvie. Tu la stratégie, mettons, dans un Select quand tu fais une subro. Manuvie, ce qu'il faut se rappeler, c'est aussitôt que tu rajoutes de l'argent, ça devient automatiquement un refinancement Manuvie 1. Oui. Tu ne peux pas avoir. Puis, je ne pense pas que je me trompe, mais de mémoire, Manuvie 1, il n'y a pas de variable. Non. Il y a juste ta portion de marge et tes sous-comptes que tu te crées en taux variable qui est au même taux que la marge. Mais tu ne peux pas prendre une hypothèque dans un sous-compte, il n'y a pas de variable chez Manuvie. Juste en marge. Tu peux diviser ton taux de marge qui va être ton point. C'est ça, la marge. Plus 0,5, mais c'est ça. C'est de la marge que tu peux diviser ou diviser ta section en fixe aussi. C'est ça. Mais tu peux juste avoir un sous-compte fixe. Ils n'ont pas de taux variable. Ils ont juste la marge qui est considérée comme un variable. Oui, mais tu peux diviser ton sous-compte, tu peux le faire variable au taux. Tu peux comme prendre, on va dire que tu as 100 000 de marge disponible. Tu pourrais dire, bon, mais je prends 25 000 puis je le laisse en marge disponible, en marge de crédit au prime rate plus 0,5, mettons, ou l'équivalent. Pour le 25 000 là, lui, il va être variable ouvert à 100%. Ou tu peux le mettre en fixe 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est ça, mais tu ne pourrais pas dire, mettons, je prends 100 000 puis je fais une hypothèque fermée avec variable. Ils n'ont pas de variable. Non, c'est ça. Il n'y a pas de terme fermé. Variable, c'est ça, ça semblait aussi. Okay. Pour les courtiers, parce que les conseillers financiers ont accès. Oui, exactement. Oui.
Oui, j'avais checké, puis vu qu'on est payé plus cher que les conseillers financiers, ils ne nous offrent pas le variable, parce que c'est pas rentable pour eux. Mais un conseiller financier, là, on m'avait confirmé qu'eux, ils avaient accès aux variables sur Manuvia. Comme les produits d'équité aussi. Je suis conseiller financier, mais c'est pas vrai. Hein. Je fais souvent affaire avec Manuvie, mais c'est pas vrai ça. C'est tout le temps on a la même chose que le courtier hypothécaire. Ouais, je pense pas qu'il y Mon ait de BDM variable. n'avait pas dit la même chose. Parce que moi, mon hypothèque, je l'ai faite comme conseiller financier via Manu, puis je n'avais pas accès à du variable non plus. Ah, tu vois, moi aussi, j'avais entendu ça. On avait des mauvaises informations. Moi aussi, j'avais entendu ça par les branches. Non, mais je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas, parce que ça deviendrait vraiment un super produit s'ils le faisaient. Mais bon. Chaque banque a ses défauts. Non, mais ils veulent comme favoriser l'argent dans le compte chèque, comme dans le variable, là, dans le compte marge. C'est comme toutes les banques, mettez des dépôts, c'est ça qu'ils veulent faire. J'ai découvert quelque chose cette semaine de Manuvie 1 que je ne savais pas. Puis, parce que j'ai un dossier qui a été super mal, puis j'avais un taux d'intérêt à 2,84 chez Manuvie. Puis, je ne recevais pas, les courriels du souscripteur rentraient tout le temps dans mes courriers indésirables. Puis, la cliente, en tout cas, c'était une séparation, puis c'est son ex-conjoint qui avait les documents qui me demandait. Fait que je n'étais pas capable d'y envoyer. Il était à l'extérieur du pays, puis je ne recevais pas les courriels. Fait que, bref, ils m'ont annulé mon dossier. Puis, j'avais un taux à genre 2,80. Puis là, les taux étaient rendus à 3,25, genre. Fait qu'ils n'ont jamais voulu me remettre mon taux. Ils t'ont jamais appelé? Non, ils ne m'ont pas appelé, rien. Ils m'ont juste envoyé des courriels que je ne recevais pas parce qu'ils allaient dans les courriers indésirables. Fait que, bref, ce dossier-là, je paye parce que c'est une hypothèque de genre 112 000. Fait que je vais payer à la cliente la différence de taux parce que c'est pas de sa faute. Tu sais. Fait que ce dossier-là, je paye pour le faire. Fait que là, je ne veux pas me fourrer et me mettre le pied dans la bouche pour le reste du dossier, comprends-tu? Fait que j'ai découvert que, tu sais, des fois, on dit aux clients pour le fameux frais de Manuvie 1 de 16,95 par mois. Là. Tu sais, des fois, on dit aux clients, si tu prends la carte de crédit qui est offerte ta première année, tu n'as pas de frais de compte parce que j'ai lu tous les mini-caractères de la fameuse carte, je ne veux pas me mettre le pied dans la bouche. J'ai découvert que cette carte-là, il faut absolument que le client il fasse un revenu de 60 000 par année minimum ou 100 000 de revenus familial pour être admissible à cette carte-là. Sinon, ils ne sont pas admissibles right off the bat. Là. Fait que, moi, ma cliente, elle ne fait pas 100 000, elle ne fait pas 60 000, elle fait genre 54 000. Là. Fait que c'est sûr qu'elle n'est pas admissible. Fait que, une chance que j'ai été là, les petits caractères, puis je n'y ai pas dit ça. Si elle fait déposer sa paye pendant 2 mois, c'est 1 000 qui reviennent. Elle a la remise de 1 000 oui, effectivement. Fait que là, ça va, j'ai bien expliqué le truc. Mais j'allais y parler de la fameuse façon de la carte, les frais. Fait que j'étais comme une chance, j'ai lu ça, là, je ne le savais pas, tu vois. La carte, Isabelle, tu regarderas parce qu'ils ont une visa infinite, puis ils ont une visa Manuvie comptant, je pense, ou de quoi de même. Là. Fait qu'il y en a deux, je pense qu'il y en a une des deux qui marche. Mais c'est la visa infinite comptant qui te permet de ne pas avoir les fameux frais de 16,95, mais c'est celle-là qu'il faut que tu aies un revenu de 60 000 minimum par année. Mais il y en a deux cartes comme... visa infinite. Oui, il y en a deux cartes, comme David dit, une qui est gratuite, puis l'autre est 100 quelques dollars par année. Mais l'autre qui est gratuite ne te permet pas d'économiser les frais. Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Tu regarderas. Comme j'ai lu les deux, puis c'est juste la note pour les frais, pour économiser les frais, c'est celle sur l'infini comptant. Abel, tu as raison d'après moi. Oui, je pense que tu as raison aussi. En tout cas, je veux dire, c'est quasiment tout d'Infinite que j'ai recommandé au monde de prendre là-dessus, mais ma mémoire, en fait, c'est que la clause de Manuvie était juste mal écrite parce que je pense qu'elle dit, attends une minute, je vais aller voir leur site web pendant qu'on se parle, c'est qu'elle dit visa comptant / visa infinite, mais c'est comme les deux visas dans la même ligne. Je vais aller le voir sur leur site puis je vous le confirme. Parce que, tu sais, là, moi, j'ai dit, écoute, là, j'ai dit à ma cliente, ça va être à vérifier parce que je voulais pas. J'ai peur, là. Ça ne me tente pas d'être obligé de payer ça en plus. Là. Je te dirais que ça va déjà me coûter 1 500$ cette affaire-là. Mais c'est une information que je n'avais pas, c'est important. Là, des fois, on parle pour dire des affaires, puis on ne lit pas tous les petits caractères. Là, je les ai lus. Après, oui, après, ils le remettent. Parce qu'ils m'ont fait l'offre, j'ai vu les conditions, puis c'était juste.
Non, c'est ça. OK, tu peux prendre une ou l'autre. Manulife Money plus Visa Platinum ou Manulife Money plus Visa Infinite. Tu peux prendre une ou l'autre, selon leur site web. Puis la Infinite ferait en sorte, parce que si c'est le cas, ben, il n'y a pas vraiment d'avantage d'aller chercher la comptance qui coûte des frais annuels à ce moment-là. Ça dépend, tu vois. Moi j'ai la Infinite parce qu'elle me coûte des frais annuels, mais elle me rapporte pas mal plus en dollars que le frais annuel que je paye à l'année. Parce qu'eux autres ne leur donnent pas des Air Miles ou des points, ils leur donnent de l'argent. Fait que, mettons, qu'elle me coûte 120$ par année là-dessus, qui te saute pour la première année, mais après ça, moi, elle me génère, mettons, 1000$ par année, cette carte-là. Fait que je finis quand même à plus 800. Tu sais, ce que j'ai dit, c'est que une fois que, dans le fond, son prêt va être ouvert, son manuvier va être ouvert, de vérifier cet aspect-là, elle pourrait peut-être sauver ses frais pour la première année. Mais je ne me suis pas avancée plus que ça parce que je n'étais pas assez sûre, là. Comme je faisais d'habitude, mais là, je sais que c'est 60 ou 100 000 pour le revenu familial, ce que je ne savais pas. Fait que, je vous le partage parce que tu vois, ça fait 15 ans que je fais ça et je ne savais pas ça. Ben, leur site web, il est clair. Là. Tu peux prendre une des deux cartes. OK, ben, je vais aller leur vérifier sur leur site web. Parce qu'il y a aussi le fait de laisser, je pense que c'est 5 000 dans le compte ou c'est 5 000 dans le compte. Tu peux laisser 5 000 dans le compte principal, puis à ce moment-là, tu sautes les frais aussi. Un peu comme ce que les banques font au niveau résidentiel. Oui, c'est ça. Mais il y avait cet aspect-là aussi que j'ai lu sur le site Internet. Mais que quand j'ai parlé à Caroline de Rivet de Manuvie, elle m'a dit « Ah non, mais ça ne fonctionne pas. » Ben, je suis là, OK, mais c'est parce que c'est écrit ça noir sur blanc sur le site Internet. Ben, ça fonctionnerait techniquement. Je ne sais pas pourquoi elle dit que ça ne fonctionne pas. C'est ça. Fait que j'ai dit, ben, je vais la Parce rappeler. que 5 000, ça fonctionne quand l'hypothèque est quand tu as un solde positif de 5 000, il faut que ton hypothèque soit payée. Mais c'est ce qu'elle m'a dit, Caroline. Ben, c'est parce que ton compte principal, Manuvie, qui est comme la portion marge, c'est un compte de banque qui peut aller dans le négatif ou dans le positif. Si tu le gardes en haut de 5 000 positifs à chaque jour du mois, donc ton zéro, tu le mets à 5 000, oui, ils vont te créditer ton 16,95 aussi. Mais elle, ce qu'elle me dit, c'est qu'il ne faut pas t'aider d'hypothèque. Non, tu peux avoir des tranches fixes à côté. C'est ce que j'en comprends aussi du site Internet. Ouais. En tout cas, c'était pas clair. Je l'ai pas essayé. J'en fais. C'est que moi, il me le wave à cause de la carte. Fait que je ne pourrais même pas te le dire, je ne sais pas. Je ne saurais pas si je l'essaye. Good. Fait que la semaine prochaine, ça vous va-tu si on parle de décroissance, gestion de moins de dossiers, comment est-ce qu'on s'adapterait, qu'est-ce qu'on ferait, que ce soit au niveau d'une business, au niveau du courtage. Si on parlait de récession tantôt, fait que je pense que d'amener ce sujet-là avant qu'il arrive, ça nous permet d'être mieux préparé la journée où ça pourrait arriver. Si ça vous va, moi, c'est le sujet que je vous proposerais d'aborder. Puis, si vous avez d'autres sujets, allez-y, parce que j'en ai 2 autres en avant. Fait que on va en avoir besoin si on veut se rendre jusqu'à l'été. Riyad, tu veux-tu le mot de la fin? Je sais que tu aimes ça. Non, j'ai rien à dire aujourd'hui, juste que il n'y a rien de spécial là, tout va bien. Les chiffres sont là. Le marché, je ne sais pas pour vous, là, mais le marché, suite à un échange hier avec les gens d'autres cabinets, là, dans le cadre de PHC, je sais qu'il y a des augmentations de 4, peut-être 4-5% de marché là, pour le first quarter, le premier trimestre, mais pour nous, on est à 18% à l'heure où on se parle. Le premier trimestre, on a fini à 18%. Le reste, il n'y a pas de souci. Je sais que Jean-Pascal et toi, vous allez être à Vancouver le mois de mai. Nous, on a le 21, n'oubliez pas, puis on a le 19 mai, le Compass pour les lead planners. Le 2 juin, il va y avoir le congrès régional de PHC aussi. Ça, c'est si vous voulez, les événements qui s'en viennent le mois d'avril, mai, un peu juin. C'est tout. Le reste, business as usual. Super. Écoute, ça veut dire qu'on travaille bien si on a 18%. David? Oui. Avant de terminer, question pour vous autres. Si j'ai un client qui a un taux fixe de garantie à 2,84, 5 ans, puis qui me demande s'il devrait prendre le variable à la place, vous feriez quoi? C'est quoi son but avec la propriété? Il y a une hypothèque de 410 000 sur une propriété qui habite. 410 000, un condo qui vaut combien? 620 à peu près.
Puis c'est quoi ses objectifs? Où est-ce qu'il est dans sa vie? Y a-tu des enfants? Veut-tu se marier? Es-tu Il célibataire? prend sa retraite dans à peu près 7 ans. À peu près 7 ans, puis il veut rester là jusqu'à sa retraite parce que ça fait son affaire. Oui. Célibataire, pas d'enfant. Célibataire, il y a un enfant, mais il y a comme 15 ans, son fils, là, il n'y a pas des jeunes enfants. Un ado qui ne voit plus. Là. Okay. Il le voit une fin de semaine de temps en temps. Là. C'est bon. Écoute, à 2,84, personnellement, je pense que sa moyenne elle va être bonne. Moi, vous pouvez être en désaccord. Si lui, il se dit, moi, je suis stable, je vais rester ici, je regarderai, OK, c'est quoi ton objectif dans 5 ans, dans 7 ans? Mettons, on va regarder ton objectif à court terme. Sur 5 ans, on a jeté une bonne moyenne. Sur 10, 20 ans, c'est quoi ton but? Tu veux-tu rembourser plus de capital? T'aimes-tu mieux prendre l'argent de côté que ça te donne puis l'investir à la bourse ou l'investir dans l'immobilier ailleurs? Fait que moi, je regarderais plus le topo général pour lui dire, je pense que oui, tu es mieux de le prendre de même ou de même. Mais à ce niveau-là, aujourd'hui, il n'y a pas de mauvais choix pour lui, je pense. En gros, peut-être qu'il prenne un ou l'autre, il ne devrait pas se tromper. Oublie pas que à matin, mettons, à TD, là, les taux là, variables sont à 2,15. Puis on s'attend à ce qu'il y ait des augmentations de la Banque du Canada la semaine prochaine de peut-être 0,5. Fait qu'il se retrouverait à 2,65 d'un coup en variable. Sa moyenne devrait être moins bonne. Peut-être un 2,85 fixe. C'est ce que je pense. J'hésite parce que je me dis, on ne sera pas loin du 2,84 dans pas long. Fait que je me dis, crime, à 2,84 fixe. Mais il faut savoir que le variable, c'est aussi un gamble parce qu'à moitié de 2023, si on a une récession puis ça redescend bien, ils vont en profiter. Il est capable de prendre les hausses. Là. Il fait 175 000 par année. Il n'y a pas de dette. Il est capable de prendre la variation si elle monte ou si elle baisse. Là. Fait que, c'est ça, écoute, ça fait 3 jours que je réfléchis que j'ai dit si tu es capable de prendre la variation, là, fais-y un paiement plus élevé. Okay? Ça, c'est sûr, je fais ça. Fais-y un paiement à 3,5, donne-y un variable. Puis tu lui dis, ça va varier dans le temps naturellement, mais tu es capable de le prendre, puis sur la moyenne, tu vas être gagnant. Je pense que sur la moyenne, il va avoir plus bas que ça. Mais sur la moyenne, pas sur la moyenne à court terme, pas dans les 12 prochains mois. Sur le 5 ans. Mm-hmm. Les deux ne sont pas mauvais, je pense. Dans son cas, l'important, c'est peut-être qu'il paye 3,5, qu'il prenne fixe ou variable. Le pire des cas, il va arriver à peu près even. C'est ce que je pense aussi. C'est pour ça que je suis comme partagée. Mais vous avez le même, vous me répondez la même réponse. Les deux ne sont pas mauvais, en gros, Isabelle. Les deux ne sont pas mauvais, mais s'il prend variable, les pénalités sont petites, 3 mois d'intérêt. Puis si à un moment donné, dans le cours du terme, on reste avec la stratégie variable, puis les rabais de taux deviennent plus intéressants, on retourne à des 1 point quelques de rabais, bien là, tu peux le switcher et aller lui faire sauver de l'argent. Mais à 2,8, son différentiel de taux dans les années à venir devrait y donner 3 mois, anyways. Probablement. Je vois Riyad faire poteau. Anyways. Bonne semaine, tout le monde. Je suis contente de vous avoir vu. Salut tout le monde. Bye tout le monde. Salut. Merci. Bye.